Précédemment dans Superstream. Après 2 premiers épisodes dans lesquels nous avons parlé de la saison 2 de Mercredi et de la saison 3 de Monstres, toute l'équipe de Superstream est de retour pour un nouveau numéro. Et cette fois-ci, nous vous parlons de programmes qu'on évoque assez rarement autour de cette table. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, j'espère que l'on vous a manqué. Superstream est de retour pour un 3e épisode de cette saison 2, avec toujours plus de jeux et d'avis sur les programmes que nous regardons tous les jours en streaming. Alors ce mois-ci, on a eu envie de mettre un coup de projecteur sur des programmes dont on vous parle quand même un peu moins souvent ici. Mais c'est un genre qui va se développer de plus en plus sur les plateformes. Et avant de vous en dire plus, place à nos chroniqueurs. J'accueille ce mois-ci Juliette Heusbrock, Marc Arlin, Aubéry Mallet et Stécie Arena. Bonjour à tous. Et on va commencer tout de suite ce numéro par la première partie de notre jeu L'appel à un ami. Alors Stécie, depuis la dernière fois que tu es venue nous parler de la saison 2 de Bref, il y a eu des petits changements dans Superstream, notamment dans les jeux, avec des nouvelles règles. Alors cette fois, c'est en 2 parties. La première, on va parler de programmes qui sont sortis et donc que potentiellement vous avez vus, aimés ou pas, sur les plateformes de streaming. Allô. 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 C'est parti. Et la première catégorie, c'est une nouveauté aussi, c'est le grand mix. Alors, on a demandé à ChatGPT de mélanger le pitch de 2 programmes. Il va donc falloir retrouver les 2 programmes en question. Juste une règle, je rappelle, pour ceux qui étaient déjà la dernière fois. On attend la fin de l'énoncé, s'il vous plaît, pour proposer les 2 noms. On y va, c'est parti. Un pisteur solitaire et un enquêteur obsédé traquent une entité aussi mythique que terrifiante. Plus ils avancent, plus la frontière entre magie, folie et prédation humaine se brouille dangereusement. The Witcher. The Witcher, Oh. saison 4, effectivement, qui vient de revenir sur Netflix. On dit le début. Un pisteur solitaire Un pisteur et un solitaire. enquêteur obsédé traquent une entité aussi mythique que terrifiante. Le truc que t'as vu avec Marc Ruffalo, là. Le truc- Task. Task. Non, Non. non, Je c'est crois pas qu'on l'avait ça. déjà eu le mois dernier en plus. Task. Ouais, c'est pas ça. L'autre Là, je partie, vois c'est pas du l'enquêteur, tout. non? Ouais, Ouais, je vois pas du tout. Enquêteur obsédé. C'est une enquête, c'est... Lazarus. Non, Non. c'est sur Netflix également. The Asset. Non. C'est peut-être un peu compliqué à trouver, je vous le donne. C'est Ok. Le monstre de Florence, Ah oui. qui est sur un fait divers en Italie, effectivement. Alors, The Witcher. Non. Non. On veut même pas en Est-ce qu'on parler est obligé tellement d'en c'est nul. parler Ok, Ah ouais. d'accord. On est comme ça. Moi, j'ai vu un épisode Ouais. et c'est tout. Donc, je pense que tout est dit. Moi, j'ai vu toute la saison 4. Comme on l'attendait, le remplacement de Henry Cavill par Liam Hemsworth est une catastrophe internationale. Oh, surprise. À chaque fois qu'on le voit à l'écran, vraiment, on se dit qu'ils ont chopé un mec au fond de la régie, ils lui ont mis la perruque, voilà. Donc vraiment, ça ne marche pas du tout. Les intrigues tournent vraiment en rond. Au-delà de ça, hein, ça tourne vraiment en rond. Ciri, qui est censée être quand même la colonne vertébrale de l'histoire de The Witcher, on n'en peut plus. Elle fait tout le temps les mêmes erreurs, c'est très répétitif. Voilà, on n'en peut plus. Mais malheureusement, ça va continuer. Parce Oui. que la série a été renouvelée pour une saison 5. Mm. Voilà. Il y a une saison 6, non? Non, heureusement, c'est la dernière. Non, Non, c'est la je crois que dernière. ouais, C'est la dernière. fin. C'est la Ah, fin. je croyais qu'il y avait encore Oula. une saison. Mais en après. fait, ils auraient, une fois qu'Henry Cavill a dit qu'il partait, ils auraient dû, Ouais, ils auraient dû arrêter là, arrêter. quoi. Ouais. Alors, next. Au sein d'une communauté fragile, tensions, secrets et faux semblants s'entremêlent. Entre rivalité et alliances improbables, chacun tente de sauver ce qui lui reste d'air ou de pouvoir. Oula. Alors, même moi qui ai la réponse, il y en a un, j'ai un peu du mal à voir, mais ok. Alors, c'est 2 programmes très très différents l'un de l'autre. Pluribus. Non, Non. Qui sont sortis récemment. qui sont sortis récemment. El Refugio Atomico. Non, plus récent. Tu peux répéter, s'il te plaît? Au sein d'une communauté fragile, tensions, secrets et faux semblants s'entremêlent. Entre rivalité et alliance improbable, chacun tente de sauver ce qui lui reste d'air ou de pouvoir. Ce qui lui reste d'air. Ouais. C'est un indice, hein, ce qui je reste pense, d'air. ouais. Ouais. C'est pour ça que je Ouais. pensais à Oui. El Refugio Atomico. Ouais. C'est ouais. ce qui lui reste d'air est un indice. c'est pour ça que je l'une des pensais à deux- Silo, mais- l'un des 2 programmes.
C'est quoi les plateformes qu'on Alors, essaie de chercher ok. Il y en a une, c'est Netflix, et l'autre, c'est Disney+. Paradise? Non. Non. Ah non, c'est pas assez récent. Alien. Non. Holysphère. Holysphère, Ah. qui est donc la série, une nouvelle série de Ryan Murphy sur Disney+, avec Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson. Et la deuxième, ce qui lui reste d'air, c'est une série médicale. Respira. Respira. Ah, allez. Very. Honteux. Pardon. Holysphère, Stécie, je crois que tu l'as regardé. Oui, je l'ai regardé. Alors, ça et, donne quoi, Kim alors, Kardashian, dans une série de Ryan Murphy? c'est assez compliqué à défendre parce que j'ai 1 million d'arguments pour défoncer cette série et à la fois je l'ai regardée jusqu'au bout, j'ai remis certains passages et Ah ouais. j'ai un peu hâte de la suite. Ne me regarde pas comme ça, Juliette. Non, mais en fait c'est un peu le hate watching quoi. C'est mauvais parce que c'est assez mal joué. Kim Kardashian, toute l'attention est assez concentrée sur elle, en vrai, sur la série, mais elle apporte rien. C'est très lisse. Son personnage, c'est vraiment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans sa série Keep Up with the Kardashians. C'est rien de plus. C'est un défilé de la Fashion Week. C'est elle dans sa Bentley, elle dans son grand dressing, et tout le reste en fait. Et pourtant, c'est une fiction, ce n'est pas la vraie C'est vie. ça, et Ouais. c'est ça qui nous perd un peu, c'est qu'on a l'impression quand même que c'est suivre la vie fictive de cette avocate jouée par Kim Kardashian. Le reste, en fait, les intrigues font qu'on a envie un peu de suivre ces nanas qui sont un peu badass, c'est un peu The Bold Type, un peu à l'époque, je sais pas si vous avez Ouais. vu cette série. Ouais. Moi, ça m'a fait penser un peu à The Bold Type ou Suits, mais en très mauvais, quoi. C'est vraiment des avocates qui essaient de défendre des cas de divorce où les femmes ont été lésées dans l'affaire, mais en fait, ça représente vraiment 5% de la série. Ok. Où on suit une affaire où il y a pas de, elles essaient pas de creuser, il y a pas de scène où on voit vraiment comment elles essaient de défendre le cas. C'est juste des femmes un peu en crise de la quarantaine, et au milieu ils glissent des débats sur la chirurgie et puis sur le féminisme et puis sur l'argent. Enfin c'est omniprésent dans la série, c'est vraiment un peu anxiogène et à la fois je sais pas si je regarde parce que c'est mauvais ou si c'est parce que c'est les persos qui sont tellement exubérants qu'on a envie de les suivre, mais c'est globalement mauvais, Ok. mal joué, pas intéressant, et je pense qu'on peut commencer la série à n'importe quel moment. Amusez-vous si vous voulez, vous louperez rien. Mais je vois, juste une parenthèse, je Vas-y. vois pas le rapport avec la phrase que tu as Alors, donnée. c'est ChatGPT qui fait un mix des deux séries. Voilà, faut Ok, pas ok. trop. Parce qu'on s'y manquait attacher. d'air aussi quand on D'accord, regarde. ouais, ok. Je me suis dit peut-être. Juliette, j'ai eu quand même l'impression effectivement que tu jugeais un peu Stécie sur le côté, elle est allée jusqu'au bout. Oui, alors moi de toute façon, je suis pas du tout cliente de ce genre de série, donc j'allais pas du tout regarder. Mais en fait, les critiques sont tellement mauvaises. Ouais. Je crois qu'il y a des gros médias américains qui ont dit que c'était une honte pour l'histoire de la série télévisée. Enfin, voilà, on est vraiment sur une grosse vautrade. Alors, le côté ce qu'il reste d'air, c'était plutôt effectivement Respira. Ribéry, Respira saison 2, série médicale espagnole de Netflix, ça donne quoi? Écoutez, à l'image de la saison 1, réussi pour ce qu'on en attend. Je trouvais que c'était toujours très intéressant sur le système hospitalier, la privatisation. Et après, voilà, il y a des personnages attachants, des petits triangles amoureux, tout ce qu'on aime dans une série médicale réussie. Donc, c'est pas la meilleure série médicale de tous les temps, clairement, mais ça se regarde super bien et on passe un bon moment, même s'il y a des scènes d'opération un peu... Mm. Ouais, à un moment, j'ai regardé, je n'aurais pas dû regarder en mangeant, par exemple, mais c'était une erreur de ma part. Alors, next, dans une ville rongée par ses propres fantômes, une explosion réveille des secrets qu'on croyait enterrés. Entre renaissance, vengeance et détonation du passé, personne ne sortira indemne. Ça, bienvenue à Derry. Non. Alors, explosion, il y a un truc, j'imagine. House Ouais. of Dynamite. House Ah, of bien vu. Dynamite, donc le film de Catherine Bigelow sur Netflix. Et le deuxième programme, une ville rongée par ses propres fantômes. C'est pas ça, ouais, je pensais à ça. Ouais, c'est Non, pour ça que je Ouais. pensais ça à aurait bienvenue à pu. Derry, ouais. Ça aurait pu. J'aurais tant de pluribus. Je crois que quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On dit A7, on a Non. dit- Si on se rappelle pas de ce qu'on a dit il y a 5 minutes, ça va être long. Oh là là. Non. Allez, c'est Lazarus, la Ah, série c'est moi qui l'ai originale de Harlan Coben sur Prime Video, cette fois, non pas sur Netflix. Allez, on commence par House of Dynamite. Marc? Oui, tout à fait. Moi, j'ai plutôt aimé. Alors, le film est quand même assez déconcertant, notamment sur la fin, qui laisse un peu beaucoup de gens en plan.
que je ne révélerai pas du coup pour les gens qui l'ont pas vu, mais voilà, c'est assez étonnant. Pour le reste, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Cette multiplication des points de vue dans le film est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça rapporte de la richesse, je trouve. C'est très bien joué. Voilà, et effectivement, il y a un truc très immersif. En fait, on est tout de suite dans les salles de crise, les différentes salles de crise de l'armée américaine, à la Maison Blanche ou ailleurs, et de façon extrêmement directe. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'intro. On est directement dans le cœur du sujet. Et Catherine Bigelow, c'est quand même une réalisatrice qui a vraiment, qui a vraiment un talent incroyable pour ça, quoi. Ouais. Pour rendre des choses très immersives. Donc, ouais, très intéressant. Juliette? Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et effectivement, Marc disait que la fin était assez débattue. C'est vrai que quand le film s'est terminé, en fait, c'est plutôt l'absence de fin, d'ailleurs, qui est débattue, l'absence de conclusion. J'avoue que j'ai eu la même réaction, je pense, que tous les abonnés Netflix, et je me suis dit, quoi ça se termine là-dessus. Et en fait, quand tu te poses un peu, que tu réfléchis un peu à ce que dit le film, de ce que ça dit justement de la gestion d'une crise nucléaire et de la menace qui est réelle d'une guerre nucléaire, voilà, tu te dis que, en fait, elle a bien fait de finir comme ça, puisque c'est pas la conclusion, le propos du film. Et l'idée, c'était pas de définir des rôles, mais de parler d'un contexte. Et moi, je trouve, à la réflexion, a posteriori, que c'était un très bon choix de fin, en fait. C'est dit au micro de Superstream. Et alors, le deuxième programme, c'était Lazarus, donc qui est une série de Harlan Coben sur Prime Video. Je ne sais pas si d'autres l'ont vu autour de cette table. Ok, moi, je l'ai regardé, du coup, parce que je regarde beaucoup de séries d'Harlan Coben. Et bien, j'ai trouvé que c'était l'une des meilleures qu'il ait faites récemment. Est-ce que c'est le fait que ce ne soit pas une adaptation d'un de ses bouquins, mais là, c'était une idée originale, peut-être. Ça peut peut-être s'expliquer par ça. C'est un thriller, comme d'habitude, mais auquel il mêle du surnaturel, ce qui est assez étonnant dans ses fictions, avec Sam Claflin qui incarne un psychiatre qui cherche à comprendre pourquoi son père s'est suicidé, et puis qui commence à voir des fantômes, en fait, des fantômes de patients de son père, et qui va essayer de détricoter, oh là là, c'est dur à dire tout ça. C'était vraiment bien, fin assez scotchante aussi, pour le coup, dans un autre registre. J'ai l'impression qu'on en parle moins parce que peut-être que c'est sur Prime Video et pas Netflix comme les autres. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Et il reviendra l'année prochaine de toute façon avec d'autres nouvelles séries sur Netflix. Le 1er janvier, quoi, à peu près. 1er janvier, chaque année, quoi, en fait. Tout à fait. C'est la nouvelle tradition du nouvel. C'est ça. On aura le choix entre ça et Stranger Things, c'est ça? Le 1er janvier. Alors, séquence suivante, les emojis. Ah oui. On rappelle la règle des points. 2 emojis, 2 points. Et ensuite, si on trouve à partir de 2 emojis, 2 points. Et ensuite, 1 point. Stécie, le concept est simple. J'essaye de vous décrire des emojis. Non, je les décris. Alors, elle les dessine sur son ardoise. Il faut m'excuser, c'est pas facile. Et donc, il faut retrouver le programme dont on parle. Alors, emoji micro. Nouvelle école. Culte. Oh là là. Culte. Culte. Bravo, Culte saison 2 sur Prime Video. Cette fois-ci, c'était consacré au To Be Free. Tout à fait. Moi, j'avais adoré la saison 1 qui portait sur l'histoire de la création du Love Story. Là, l'idée, c'est un peu de revenir à la genèse de ce groupe. J'ai pas du tout adhéré à cette nouvelle saison. En fait, ce qui était super intéressant en saison 1, c'était le côté coulisses de l'industrie de la télévision, tout ça. Donc là, j'espérais avoir un côté coulisses de l'industrie musicale aussi. Mais en fait, c'est très centré sur leur personnalité à eux, mais surtout, en fait, sur celle de Philippe. Du coup, j'ai pas trouvé ça aussi intéressant que ce à quoi je m'attendais, parce que du coup, il y a quelque chose de très égocentré autour de ce personnage-là. L'industrie musicale, elle est représentée par ce personnage qui est incarné par Daphné Burki. Et en fait, ce qui était bien en saison 1, c'est qu'il y avait des vrais personnages. Il y avait le personnage d'Alexia Laure-Joubert, même si elle s'appelait pas comme ça. Et là, en fait, c'est un faux personnage, celui de Daphné Burki. Du coup, t'as l'impression que tout est faux. T'arrives pas à savoir si elle a vraiment écrit les paroles, si c'est vraiment elle qui a fait la chorégraphie, si c'est vraiment elle qui les a sortis du quartier. Du coup, tu t'y retrouves pas bien sur le côté histoire vraie, immersion. J'ai pas adhéré. Ouais, pareil, je trouve qu'effectivement, il y a des personnages qui sont quand même assez caricaturaux, celui de Grégory Montel aussi, qui joue le patron de la maison de disques. Oui, probablement, effectivement, Pascal Nègre est un peu comme ça. Mais bon, c'est quand même un peu caricatural. Pareil, le personnage qui est censé représenter Mia Fry,
Du coup, bon, ok. Je sais pas, ouais, il y a plein de choses qui manquent. Et effectivement, je trouve que aussi les acteurs, c'est un peu inégal. Voilà, je trouve que l'acteur qui joue Adèle, notamment, n'est pas tout à fait au niveau. Je trouve que le personnage de Franck est plutôt intéressant. Et j'aime bien, effectivement, l'idée d'avoir utilisé le vrai Franck, donc qui joue un peu le mentor et le prof de boxe, je crois, du personnage. Je trouve ça assez beau. Et là, il y a quelque chose d'assez beau, effectivement, de voir le vrai Franck qui parle au Franck de fiction. Ça, c'est un truc assez émouvant. Mais pour le reste, effectivement, et puis peut-être effectivement sur Philippe, malheureusement, entre guillemets, pour Prime Video, il y a eu la série de TF1, voilà, qui a du coup, juste avant, qui du coup a peut-être coupé un peu l'herbe sous le pied, quoi. Et j'ai l'impression qu'on en parle moins de cette saison 2 qu'on en parlait pour la saison 1 sur le Loft. Effectivement, ça fait un peu pchit, quoi. Moi, je me suis demandé aussi si c'était pas parce qu'on avait moins de données en connaissance personnelle dans l'inconscient collectif, un peu de l'histoire des To Be Free et de tout ce qu'il y avait autour, versus le Loft, où moi, il y a plein de codes qui me parlaient quand je regardais la saison 1, au-delà de tout ce que tu as dit, et je suis ultra d'accord. Mais j'ai l'impression que je connaissais moins de choses et que du coup, je reconnaissais moins de choses. Donc, ça me parlait peut-être un peu moins. Du coup, moins de nostalgie. J'avais les grandes lignes, mais pas le fond du sujet. Et Quoi. pourtant, c'est hyper nostalgique pour notre génération. Ouais, mais tu vois, moi, Loft Story, quand on avait parlé de Culte saison 1, moi, justement, je faisais partie des gens comme Laurence qui n'avaient pas vu Loft, puisqu'à l'époque, je regardais pas, j'avais pas le droit de regarder les divertissements à la télévision. Voilà. C'est pour ça qu'elle se cache dans une salle obscure pour parler de donc, du coup, moi, j'avais pas cet effet ref nostalgique. Enfin, moi, Loana, évidemment que je savais qui c'était, mais j'avais pas d'attachement particulier. Donc, pour moi, c'est pareil, je repartais d'une page blanche sur les To Be Free. Ouais, et puis là, juste tout ce qui est nostalgique est un peu évacué, souvent en pré-générique. Par exemple, le côté Hit Machine, que tu aurais pu un peu plus développer avec les faux Charlie et Lulu, c'était assez marrant. On voulait les voir, Charlie et Lulu. Tu peux plus les voir et tu les vois 3 minutes. Il y a une autre séquence, je crois, quand ils refont la sitcom qu'ils faisaient à l'époque sur TF1, des productions, ça aurait été marrant un peu de jouer avec ça, avec tout ça. C'est évacué en pré-générique. Ils avaient de quoi s'amuser. Ouais, en fait, ils avaient de quoi s'amuser. Ils ont tellement centré sur les trois garçons que du coup, ça perd un peu de sa force. Est-ce que c'est parce que Franck et Adèle ont participé de très près a priori à cette série? Peut-être que du coup ils ont influencé un peu dans ce sens-là, mais pour nous c'est moins intéressant. Mais du coup c'est ça qui est étonnant aussi, parce que le fait qu'ils aient participé, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit peut-être que ça colle plus à la réalité finalement. Ça colle à leur réalité probablement, mais il y a une réalité intime, alors que pour moi Culte c'était pas l'ambition de la série à la base. Alors prochain programme, emoji femme, emoji homme. Nobody wants this. Non, on tente à chaque fois. Voilà, bien. Belle remontée de marque. On a une seule question. Allez. Nobody Wants This. C'est la technique Émilie Lopez. C'est toujours donner le même nom de programme à tout. Ça a fini forcément par marcher. Voilà. Nobody Wants This, saison 2 sur Netflix. Alors, le mois dernier, dans Superstream, c'était la nouvelle saison que vous attendiez le plus. Et le soufflet est retombé aux grandes dames de Juliette. Et pas que d'ailleurs. Oui. Moi, j'avais adoré la saison 1. J'avais trouvé ça tellement frais comme rom-com, tellement drôle. Voilà, il s'amusait vraiment de ce décalage entre la nana trentenaire super exubérante qui en a pas grand-chose à faire de la religion, et puis ce très beau rabbin qui, lui, a une approche du judaïsme moderne et en même temps qui doit composer avec le fait d'être tombé amoureux d'une nana qui vraiment n'a rien à voir avec tout ça. Et là, en fait, la saison 2, c'est juste... on en parlait avec Aubéry, c'est juste un replay de la saison 1. On commence à peu près au même point, on finit au même point, et entre les deux, il s'est pas passé grand-chose. Et puis, ils sont un peu devenus boring, non ? En fait, quand les personnages principaux, c'est les personnages qu'on aime le plus, c'est quand même assez dommage, je trouve. Même si, en saison 1, on parle du couple Esther et Sacha, notamment, on les aimait déjà bien. Mais en fait, là, je trouve qu'ils prennent le dessus. C'est-à-dire qu'à la fin, moi, j'avais plus d'empathie avec eux que pour le couple principal. Donc, voilà, c'est un peu... C'est surtout une redite, en fait. Parce que clairement, à la fin, dans le dernier épisode, je me suis dit, non, mais en fait, ça, c'est la fin de la saison 1. En fait, pourquoi vous faites la même chose ? J'ai pas trop... du coup, je comprends pas trop l'idée. Je comprends pas trop comment on en arrive là. C'est dommage. Et du coup, moi, ça me refait penser à ce que je trouve parfois quand on découvre des petits bijoux comme ça, quand on a vu la première saison de Nobody Wants This. Alors effectivement, il y a toujours cette tentation de on a adoré, donc on veut en voir plus. Mais en fait, c'est bien aussi de rester sur un truc qui était super, quasi parfait,
et de justement pas décevoir sur la suite. Bah, là, en fait, je pense que le défaut, c'est qu'ils ont voulu tirer sur la corde. C'est-à-dire que je pense que Nobody Wants This aurait pu faire une série en 2 très bonnes saisons. Sauf qu'en fait, je pense qu'ils voyaient plus loin parce qu'ils ont vu le succès de la Bien saison sûr. 1, sachant que c'était une série sur laquelle Netflix ne misait pas Pas du du tout à tout, la ouais. base. Ils n'avaient pas fait de promo. Et en fait, ça a été une vraie surprise pour eux, la saison 1. Et plutôt que de se dire, eh ben, on fait une saison 2 qui offre une vraie suite et une vraie conclusion, ils se sont dit, bah tiens, imaginons sur 3-4 saisons. Ce qui fait qu'en fait, ils Ouais. tirent. Et c'est pour ça qu'on a une saison 2 qui est la répétition de la saison 1, alors qu'ils auraient dû passer à l'étape suivante, en réalité, que la showrunneuse, elle, avait en tête dès le départ, à savoir que la saison 2, elle aurait dû être consacrée à tout le cheminement de conversion de Joanne. Et là, en fait, on est encore sur ces questionnements et tout. Et ça arrivera probablement en saison 3. Mais c'est bien la preuve que, encore une fois, des fois, Netflix, ils ont méchamment tendance sur la à... corde. Ouais, exactement. Après, voilà, on espère que la saison 3, qui du coup a déjà été commandée officiellement, justement rattrapera ça et que on va retrouver ce qu'on avait aimé dans la première. Programme suivant. Emoji micro et emoji télévision. Nouvelle école. Non. Joli. Non, Mais- j'aurais non, cru. non, Ah bah là, pour moi, c'était gagné. là. Bel effort. Ah. Emoji cœur brisé. Cœur brisé télévision. Validé? Non. Non. Emoji détective. Watson? Non. Non. Micro sur des bizarres. Emoji feu et emoji sacoche. K-pop Demon Hunter. Non. Alors là, je l'ai pas du tout. C'est quoi ça? Emoji feu et sa coche. Colombo. C'est ça. J'ai dit la tentation, rien à voir. Emoji blabla, emoji éclair et emoji... C'est quoi ce pot Pardon. pourri, Laurence? À toi là, Laurence, à toi là. Je nous m'arrête dire au quelque CV. chose. Alors, petite explication. Vas-y. Donc, c'était The Morning Show, saison Ah. 4. Sur le monde des médias, cœur brisé, trahison et rupture, détective car secret et enquête interne, emoji feu, emoji sacoche pour les tensions au boulot et les scandales, et Ah oui. enfin confrontation, prise de pouvoir, tout ça. Donc c'est la saison 4 de The Morning Show qui, à l'heure où nous enregistrons, est en train de se terminer sur Apple TV, dans laquelle on a retrouvé Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, et on a découvert Marion Cotillard. Plus grand plaisir de Juliette. Ouais. Oh là là. Si vous écoutez mais que vous ne regardez pas la version vidéo de Superstream, vous avez manqué la tête emoji choquée Emoji de choquée. Juliette. Emoji les 2 mains sur les joues. Emoji, j'aurais préféré ne pas voir ça, c'est ça. Alors, moi, Morning Show, les 2 premières saisons, je les ai trouvées excellentes. La 3e, on commençait déjà... encore une fois, à tirer sur la corde, voilà. Là, il se passe plus grand-chose d'intéressant. Alors, en fait, chaque saison, ils essaient d'amener des nouveaux enjeux auxquels font face, justement, les grands groupes médiatiques. Cette saison, c'est l'IA, principalement. Mais en fait, ils en font pas grand-chose. C'est vraiment un truc de fond. Pareil, ils introduisent sur les Jeux Olympiques de Paris, puisque c'est quand même une série qui est censée suivre les grandes actualités. Et ils avaient très bien traité le Covid. Là, les JO, bon, bah vraiment, c'est un prétexte pour qu'il y ait du drama. On tourne vraiment au soap opéra, ce qui est vraiment dommage. Il y en avait, ça avait toujours été un peu comme ça, mais d'oser de façon à ce que ce qui prime, ce soit vraiment quand même le propos de fond. Là, c'est vraiment du soap opéra. Et alors, en la matière, Marion Cotillard, vraiment, c'est une très bonne actrice de soap opéra, mais du coup, une très mauvaise actrice. Je suis pas sûre qu'elle serait ravie d'entendre ça. Mais Non, mais probablement pas. Mais en fait, mais moi, c'est le même problème à chaque fois que je la vois dans des fictions étrangères. En fait, je sais pas si c'est un problème de direction du réalisateur, mais elle est toujours en surjeu. Et paradoxalement, elle joue presque un peu mieux en anglais qu'en français. Mais toutes les scènes où elle parle en français, c'est catastrophique. On est sur un surjeu terrible. Et en anglais, j'ai l'impression qu'elle s'enferme vraiment dans quelque chose de très français, très parisien. Et après, mais je pense du que coup, très pour le coup, niche. c'est sans doute ce qu'on lui a demandé aussi Mais avec ce probablement, personnage, mais je du coup, pense. c'est très répétitif d'autres choses qu'elle a déjà proposées. Voilà, moi, je m'ennuie, vraiment. Alors moi, je pense que j'étais dans une position différente de la tienne parce que j'avais raté la saison précédente. Okay. Donc j'avais bien aimé les premières saisons de Morning Show, j'en ai loupé une. Et du coup, je me suis remise dedans avec celle-là. Et j'ai retrouvé quand même du plaisir, le plaisir que j'avais quand on a découvert la série. Et il y a des intrigues quand même qui m'ont intéressée. Alors, je trouve que Reese Witherspoon, elle est très, très effacée cette saison. Je sais pas s'il y a eu un problème d'emploi du temps. Elle a moins pu tourner, j'en sais rien. Mais on la voit moins. Et puis, toujours un peu pareil. Jennifer Aniston, c'est pas non plus le personnage qui m'intéresse le plus.
Mais par contre, j'ai bien aimé l'intrigue autour de Stella, que j'ai un peu redécouverte aussi. J'ai bien aimé aussi la relation, le fait qu'on voit les parents de certains personnages, qui expliquent aussi beaucoup de choses sur ces personnages en question. Et aussi le personnage de Chris, que je n'avais pas vu du coup, parce que je n'avais pas vu la saison 3, qui défend aussi une intrigue assez émouvante. Donc voilà, quand même pas tout acheté. Voilà. Et c'est la fin de cette première partie du jeu. Premier rappel des points à ce stade. Stécie, je suis désolée, mais Non, mais c'est pas grave. Voilà, Merci de l'accueil en tout tu cas. te rattraperas sur la deuxième partie. Aubery, 1 point. Marc, 2 points. Et Juliette, 4. Elle n'a pas perdu la main. Et il est temps de passer au grand débrief de ce mois-ci qui est consacré à LOL in Real Life, mais pas seulement. Je dormais pas, je débriefais. De grand format. J'adore les grands formats.